Imaginez une salle de briefing quelque part en Europe du Nord. Des pilotes américains préparent un exercice d'entraînement. Sur la table, les fiches techniques sont claires. 2 F-35 contre un Rafale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Furtivité de pointe, avionique de 5e génération, supériorité numérique. Franchement, sur le papier, ce n'est même pas une question intéressante. Et pourtant, c'est exactement ce genre de certitude qui va tout changer. Parce que voilà ce qu'on ne vous dit pas souvent dans les comparaisons d'avions de combat. Les spécifications techniques ne gagnent pas les combats. Les pilotes, si. Et parfois, un seul homme dans un cockpit peut réécrire ce que tout le monde croyait savoir. Mais avant d'aller plus loin, posons les bases. Parce que pour comprendre ce qui s'est vraiment passé au-dessus de la Baltique ce jour-là, il faut d'abord comprendre pourquoi tout le monde était convaincu que l'issue était déjà écrite. Le F-35 Lightning II, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un chasseur de 5e génération. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'il a été conçu dès le départ autour d'un principe central, ne pas être vu. Sa furtivité, ce n'est pas un gadget ajouté après coup, c'est littéralement la philosophie qui a guidé chaque décision d'ingénierie. La forme de la cellule, les matériaux absorbants, l'intégration des armes à l'intérieur du fuselage pour ne pas créer de coins réfléchissants. Résultat, sur un radar ennemi, un F-35 apparaît avec une signature radar comparable à celle d'un gros insecte. Pas une bille de golf, pas un oiseau, un insecte. Et il y a autre chose, le F-35 embarque ce qu'on appelle la fusion de données. Ses capteurs, son radar, ses systèmes de guerre électronique, toutes ces informations sont agrégées en temps réel pour donner au pilote une image tactique d'une clarté absolue. C'est comme si vous conduisiez une voiture et qu'au lieu d'avoir un rétroviseur, un radar de recul et un GPS séparés, tout ça se fondait en une seule représentation parfaite de votre environnement. Vous voyez tout. Vous savez où est chaque danger, et votre adversaire, lui, ne vous voit presque pas. Alors quand 2 F-35 avancent vers un seul Rafale au-dessus de la mer Baltique, la logique militaire dit que la bataille se gagne avant même le premier engagement. À longue distance, la furtivité crée une asymétrie d'information brutale. L'un voit sans être vu, l'autre est visible comme une balise lumineuse dans un couloir sombre. C'est exactement ça, la promesse de la 5e génération, et sur le papier, cette promesse est solide. Elle repose sur des décennies de recherche, des milliards de dollars d'investissement et une doctrine militaire construite autour d'un principe simple. Si votre adversaire ne peut pas vous voir, il ne peut pas vous combattre. Sauf que le Rafale n'a pas décidé de jouer à ce jeu-là. Et c'est là que ça devient fascinant, parce que le pilote français a compris quelque chose que les équations ne montrent pas. La furtivité, c'est une arme redoutable à longue distance. Mais plus les avions se rapprochent, plus cette arme perd de son tranchant. Pas parce que le F-35 devient soudainement visible, mais parce que la nature même du combat change. Les missiles à longue portée laissent la place aux manœuvres. Les algorithmes laissent la place aux réflexes. Et là, on entre dans un territoire où d'autres qualités prennent le dessus. Pensez-y comme à une partie d'échecs. Vous pouvez avoir la meilleure ouverture du monde, avoir planifié vos 10 premiers coups, dominer la théorie, mais si votre adversaire refuse de répondre comme prévu et impose un rythme différent, vos préparations ne valent plus rien. Il faut improviser, et improviser sous pression, c'est là que les certitudes se fissurent. Le joueur qui contrôle le tempo contrôle la partie, pas forcément celui qui a les meilleures pièces. C'est exactement ce que le pilote du Rafale a fait. Il n'a pas essayé de battre les F-35 à leur propre jeu, celui de la distance et de l'information. Il a lentement, méthodiquement, ramené le combat dans un territoire différent. Chaque décision apparemment bizarre, ralentir quand la logique dit d'accélérer, tenir son altitude quand tout indique de manœuvrer, avait un seul objectif, forcer les 2 F-35 à réagir plutôt qu'à agir. Et c'est une distinction capitale. Quand vous réagissez, vous êtes en retard d'une décision. Pas d'une seconde, parfois d'une fraction, mais en combat aérien moderne, une fraction de seconde, c'est toute la différence entre une solution de tir valide et un angle raté. Le pilote français ne cherchait pas à surprendre spectaculairement. Il cherchait à accumuler de petits décalages, un ici, un là, jusqu'à ce que la géométrie parfaite des 2 F-35 commence à se déformer imperceptiblement, comme une fissure dans du béton armé. Invisible au début, décisive à la fin. Il y a un concept en psychologie cognitive qu'on appelle la surcharge décisionnelle. Plus vous avez d'options, plus prendre une décision devient difficile et lent. C'est contre-intuitif, mais c'est documenté. Un pilote qui fait face à une situation ambiguë, qui reçoit des informations contradictoires, qui doit recalculer sa trajectoire en permanence, ce pilote consomme des ressources mentales précieuses. Et en combat, les ressources mentales sont aussi importantes que le carburant. Quand elles s'épuisent, les erreurs arrivent. Pas des erreurs spectaculaires, des micro-erreurs, une correction légèrement trop tardive, un angle légèrement trop ouvert. Juste assez pour que quelqu'un qui attend ce moment-là puisse en profiter. Parlons maintenant de ce qu'on appelle le merge. C'est le moment précis où 2 avions ennemis se croisent pour la première fois à courte distance.
Le mot vient de l'anglais et il désigne ce point de bascule où toute la phase d'approche se termine et où le combat réel commence. C'est le moment où la furtivité cesse d'être décisive et où la maîtrise du vecteur énergétique prend le dessus. Le vecteur énergétique, c'est un concept central en combat aérien qui mérite qu'on s'y arrête. Un avion en vol, c'est de l'énergie sous deux formes, la vitesse, ce qu'on appelle l'énergie cinétique, et l'altitude, l'énergie potentielle. Un pilote expérimenté gère constamment ce capital. Perdre de la vitesse pour gagner de l'altitude, ou l'inverse, ce n'est pas anodin. C'est un choix tactique permanent. Et ce choix, votre adversaire peut l'anticiper s'il sait lire votre posture, s'il comprend votre logique, s'il a réussi à vous faire entrer dans un schéma prévisible. Ce que le pilote du Rafale a fait, c'est précisément de rendre sa gestion énergétique difficile à lire. Des choix qui semblaient contre-intuitifs forçaient les F-35 à recalculer constamment. Et chaque recalcul coûte du temps. Pas beaucoup, juste assez. C'est le principe de la friction en stratégie militaire, théorisé par Clausewitz il y a 2 siècles. Dans la guerre réelle, chaque action prend plus de temps, coûte plus d'énergie et génère plus d'incertitudes que dans la théorie. Et celui qui sait créer de la friction pour l'adversaire tout en la minimisant pour lui-même détient un avantage invisible mais dévastateur. Maintenant, il faut aussi parler du Rafale lui-même parce que ce serait réducteur de tout attribuer au seul pilote. L'avion a des qualités propres qui ont rendu cette performance possible. Le Rafale est équipé d'un système de commande de vol électrique particulièrement réactif, couplé à une cellule conçue pour l'agilité à basse vitesse. Là où certains chasseurs perdent en efficacité quand la vitesse chute, le Rafale conserve une capacité de manœuvre étonnante. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le contrôle à grande incidence, la capacité à voler avec un angle d'attaque élevé sans perdre le contrôle de l'appareil. Concrètement, ça permet de pointer le nez de l'avion dans une direction que la trajectoire ne suit pas encore, et dans un combat rapproché, pointer votre nez quelques fractions de seconde avant votre adversaire, c'est tout. Le système d'armes du Rafale joue aussi un rôle. Le missile Mika, dans sa version infrarouge, peut être tiré selon des angles très larges par rapport à l'axe de l'avion. Ça veut dire que le pilote n'a pas besoin d'être parfaitement aligné derrière sa cible pour avoir une solution de tir valide. Cette flexibilité, combinée à l'agilité de la cellule, réduit les contraintes géométriques que les pilotes des F-35 pensaient ne pouvoir exploiter. Quand le premier F-35 a été neutralisé, quelque chose d'important s'est passé dans la dynamique du combat. Ce n'est plus 2 contre 1, c'est 1 contre 1. Et là, l'avantage numérique disparaît d'un coup. Tout ce que les 2 appareils américains avaient construit ensemble, cette géométrie d'encerclement, cette coordination parfaite, elle n'existe plus. Il reste un pilote seul qui doit maintenant improviser face à quelqu'un qui vient d'imposer son rythme pendant plusieurs minutes. Ce n'est pas simplement une perte d'effectifs, c'est une rupture psychologique. La certitude du début a disparu. Et piloter sans certitude, dans un combat qui évolue vite, c'est une expérience très différente de ce pourquoi on s'était préparé. Le second pilote a fait ce que la doctrine lui dictait, rompre, recréer de la séparation, réinitialiser le combat, c'est la bonne réaction, vraiment, dans les manuels, c'est exactement ce qu'on doit faire, mais il y a un problème. Le Rafale n'a pas cherché à poursuivre l'avion, il a cherché à fermer les options d'espace, nuance énorme. Poursuivre un avion, c'est réactif, couper l'espace, c'est prédictif. Et quelqu'un qui anticipe vos sorties avant que vous les ayez choisies, c'est une situation où chaque mouvement vous rapproche exactement de là où vous ne voulez pas être. Comme si vous essayiez de fuir dans un labyrinthe et que quelqu'un avait déjà fermé toutes les sorties avant que vous ne les atteigniez. Il y a une leçon d'ingénierie profonde ici qui dépasse largement la simple anecdote de combat. Quand on conçoit un système, qu'il s'agisse d'un avion, d'un logiciel ou d'une organisation, on a tendance à optimiser pour des conditions idéales. Le F-35 est une machine extraordinaire dans les conditions pour lesquelles il a été conçu. Domination de l'espace aérien à distance, suppression des défenses adverses, frappe de précision dans des environnements fortement défendus. C'est un outil de campagne aérienne totale pensé pour ouvrir un théâtre d'opération avant même que les autres avions n'entrent en jeu. Mais un exercice d'entraînement dans un couloir aérien au-dessus de la Baltique, 1 contre 2, dans un combat qui bascule rapidement vers l'engagement rapproché, ce n'est pas ce scénario. Et le Rafale, lui, a été pensé différemment. Polyvalent, agile, capable d'opérer depuis un porte-avions comme depuis une base terrestre, apte à frapper au sol comme à dominer le ciel, conçu pour travailler dans des environnements dégradés où toute la chaîne de commandement n'est pas disponible. Ce n'est pas un spécialiste, c'est un généraliste de très haut niveau. Et parfois, dans certains contextes précis, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Ce que cette simulation nous apprend, c'est aussi quelque chose sur la nature de la supériorité technologique. On aime croire que la meilleure technologie gagne toujours. C'est rassurant, c'est logique, c'est vendable politiquement. Mais la réalité du combat, même simulée, est plus nuancée. La technologie crée des opportunités. Elle ne les convertit pas automatiquement. Quelqu'un doit encore prendre les décisions, quelqu'un doit encore lire la situation, résister à la pression, accepter l'inconfort de faire le contraire de ce que la logique suggère et choisir le bon moment.
La doctrine militaire moderne a parfois tendance à chercher à réduire le rôle du facteur humain, à créer des systèmes si supérieurs technologiquement que la variable humaine devient secondaire. C'est une aspiration compréhensible. Les humains font des erreurs, se fatiguent, paniquent, mais cette simulation illustre quelque chose d'essentiel. Le facteur humain ne disparaît jamais complètement, il se déplace. Dans le cockpit du F-35, les algorithmes gèrent la fusion de données, mais c'est encore un humain qui interprète cette image et décide quoi en faire. Et face à un adversaire qui refuse de se comporter comme prévu, cette interprétation devient le maillon décisif. Et le timing, c'est peut-être la compétence la plus difficile à quantifier et la plus décisive dans tous les domaines. Pas seulement en aviation. En médecine, une intervention au bon moment change tout. En musique, une note jouée une fraction trop tôt ou trop tard transforme un chef-d'œuvre en maladresse. En négociation, une proposition formulée au mauvais moment échoue là où elle aurait réussi quelques secondes plus tard. En sport, les plus grands athlètes ne sont pas toujours les plus rapides ou les plus forts. Ce sont souvent ceux qui ont développé une capacité presque mystérieuse à sentir le bon moment, celui où l'adversaire est légèrement déséquilibré, légèrement en retard, légèrement vulnérable. Au-dessus de la Baltique de ce jour-là, 2 appareils de 5e génération avec toute leur furtivité, toute leur fusion de données, toute leur supériorité théorique, ont perdu contre un pilote qui avait décidé du moment. Pas du lieu, pas de la distance, pas de la technologie. Du moment. Il avait compris que dans ce combat précis, dans ces conditions précises, la fenêtre d'opportunité ne s'ouvrirait qu'une fois. Et il avait eu la discipline de ne pas agir avant qu'elle soit là, et la rapidité de ne pas la laisser se refermer. Les analystes qui ont rejoué la séquence image par image n'ont trouvé aucune erreur flagrante du côté américain, aucune imprudence, aucune faute technique. Juste une hypothèse, l'hypothèse que la technologie déciderait avant le combat, l'hypothèse que le nombre suffirait, l'hypothèse que le Rafale réagirait comme prévu. Il n'a pas réagi comme prévu. Et ça, aucune fiche technique ne peut vous le dire.